Énormément d'émotions dans la voix et les yeux de Valéry Giscard d'Estaing. Vous venez de le voir à la toute fin de la seconde partie de ce documentaire, Sans rancune et sans retenue, réalisé par Gaël Bordier, de cet entretien confession réalisé voilà 9 ans entre Valéry Giscard d'Estaing et Frédéric Mitterrand, aujourd'hui tous deux disparus. Une manière pour nous de commémorer les 50 ans de l'accession à l'Élysée de l'ancien chef de l'État. La première partie de ce film a déjà fait l'objet d'un autre débat doc, où il était essentiellement question de politique intérieure, et vous y retrouverez aussi les 3 invités qui sont de nouveau présents avec nous sur ce plateau pour continuer de débattre de ce qu'a été le septennat de Valéry Giscard d'Estaing. Jean-Pierre Raffarin, bienvenue. Vous êtes bien sûr ancien Premier ministre, c'était entre 2002 et 2005 sous la présidence de Jacques Chirac et aujourd'hui président de la Fondation Prospective et Innovation. Vous êtes aussi ancien député européen, ancien sénateur de la Vienne, ancien ministre des gouvernements d'Alain Juppé. Vous étiez membre des Jeunes Giscardiens à vos débuts sur la scène politique, fervent supporter évidemment de Valéry Giscard d'Estaing, considéré plus tard, et ça on va y revenir tout de suite, comme l'un des rares giscardiens chiraco-compatibles. Jacques Chirac, dont il a été question dans cette seconde partie du documentaire, nous y reviendrons. Votre dernier livre s'intitule « Ne sortons pas de l'histoire » et il est publié chez Michel Lafon. Michel Cotta est également avec nous. Bienvenue, vous êtes journaliste et auteur. On vous doit entre autres tout récemment Ma cinquième, publié chez Bouquin Édition. C'est votre perception, votre vue sur cette 5e République, votre qualité de journaliste. Ce livre a été primé tout récemment par le prix des députés dans le cadre des prix du livre politique de l'Assemblée nationale, dont nous étions d'ailleurs les partenaires ici à la chaîne parlementaire. Et puis enfin, Éric Roussel est avec nous. Bienvenue, vous êtes journaliste, écrivain et membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous êtes un spécialiste de l'histoire politique. On rappelle que vous êtes notamment l'auteur de biographies de référence, disons-le, concernant plusieurs grandes personnalités politiques françaises du XXe siècle. L'une d'elles est d'ailleurs consacrée à Valéry Giscard d'Estaing, sobrement intitulée Valéry Giscard d'Estaing, est désormais disponible dans la collection Tempus chez Perrin. On va tout de suite commencer cette seconde partie de notre émission Débat Doc avec un extrait, celui où Valéry Giscard d'Estaing évoque Jacques Chirac. Il était décidé à arriver au pouvoir. Alors pour arriver au pouvoir comme j'étais, il fallait faire en sorte que je n'y sois plus. Et moi, je pensais qu'il ferait un autre raisonnement, en fait, parce que me faire partir du pouvoir, c'était faire venir les socialistes, faire venir Mitterrand, qui était un personnage important. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Que n'a-t-on pas dit sur la rivalité entre les deux hommes, entre Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac, avant le septennat de Valéry Giscard d'Estaing, pendant évidemment le premier septennat de Jacques Chirac et son quinquennat. Ces deux hommes se sont suivis, leurs parcours se sont suivis. Il y a 6 ans d'écart entre les deux hommes. Et vous avez eu cette phrase assez amusante. C'était il y a 4 ans, chez nos confrères d'Europe 1. Au fond, je crois que l'entente entre Giscard Chirac est sans doute, dans la 5e République, la plus courte, mais la plus fertile, puisqu'elle a fait 2 présidents. Oui, parce que expliquez-nous ça. En 1974, Giscard est élu en grande partie grâce à Chirac, qui travaille chaban et qui permet cette victoire. Et d'ailleurs, il va être récompensé en étant Premier ministre. Mais en 1995, nous, Giscardiens et les Chiraciens, on a un ennemi commun. C'est Balladur, qui s'émisse là, dans ce duel. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les Giscardiens vont voter Chirac. Moi, je vais entrer au gouvernement d'Alain Juppé, avec Alain Madelin, avec Charles Millon, avec Hervé de Charette et quelques autres. On entre comme des giscardiens dans le gouvernement de Juppé. D'ailleurs, Juppé était le plus giscardien des Chiraciens. Donc c'était tout à fait compatible. Donc ces 2 personnages qui sont fondamentalement différents, mais qui sont 2 grands professionnels, 2 grands personnages assez exceptionnels, se sont à peu près bagarrés tout le temps, sauf pour que l'un fasse venir l'autre, et réciproquement. C'est pour ça que l'amitié a été courte, mais qu'elle fut fertile. Michel Cotta. Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac. Vous avez peut-être une anecdote à nous raconter, parce que la rivalité était telle entre ces deux hommes, sur une période assez longue d'ailleurs. Non, mais je ne vais pas parler du film précédent, mais dans le film précédent, j'ai remarqué une anecdote formidable, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, sur le départ de Jean-Jacques Servan-Schreiber du gouvernement. Oui. Où Valéry Giscard d'Estaing ne peut pas prononcer le mot de Chirac
Or, je sais comment ça s'est passé, puisque c'est moi qui ai prévenu Jean-Jacques Savard-Schreiber qu'il allait être obligé de remercier. Eh bien, Valéry Giscard d'Estaing dit non. J'ai dit à Jean-Jacques Savard-Schreiber, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça qu'on est ministre. En réalité, c'est Jacques Chirac qui, remontant de Corrèze à 8 h du soir, lui a remis sa démission en disant s'il reste, je m'en vais. Et ça, c'était pas possible de licencier un Premier ministre. Donc c'est là-dessus que Giscard, eh bien, il n'arrive pas à prononcer le nom de Jacques Chirac, il n'arrive pas à dire c'est Jacques Chirac qui m'a demandé son départ. Je trouvais que c'était très significatif, parce qu'effectivement, il était dans une situation impossible, qu'on peut très bien comprendre. La situation impossible, elle était la faute de Jean-Jacques Savard-Schreiber et pas la sienne. Jean-Jacques Savard-Schreiber qui restera, je crois, 14 jours ministre au tout début du septennat de Valéry Giscard d'Estaing. Il était ministre de la Réforme avant, effectivement, de quitter ce gouvernement. La relation entre les deux hommes, que vous en a dit, à vous, Valéry Giscard d'Estaing? Oui, écoutez, c'est peut-être encore trop tôt pour dire tout ce qu'il m'en a dit. Ouais. C'est sûr qu'il y avait une... c'est trop tôt pour vous nous raconter ce qu'il vous en a dit, à ce point? Il y avait une animosité, certainement, qui était évidente et qu'il avait du mal à surmonter. Oui, juste une anecdote. Il se trouve que je l'ai accompagné à un déjeuner-débat à Bruxelles en septembre 2019. Et au cours de ce déjeuner, l'un des convives a posé une question sur Jacques Chirac. Et une question qui appelait une réponse qui, sans doute, n'aurait pas été très, très aimable. Et Valéry Giscard d'Estaing, qui était quand même un grand politique et qui savait ce qu'il fallait faire dans ce genre de situation, a choisi de ne pas entendre la question. Et bien, lui en a pris, puisque le lendemain, on a appris la mort de Jacques Chirac. Imaginez la catastrophe que ça aurait été si on avait diffusé, parce que c'était quelque chose quand même qui était un peu médiatisé en Belgique. Non, il y avait une... Je crois que ça tenait surtout... Il y avait une incompréhension. Enfin, c'est le livre de Catherine Ney, la double... La méprise. La double méprise. Notre consoeur, Catherine Ney. Oui, c'est ça. C'est la double méprise. Ce sont deux ADN très différents. Oui, tout est différent chez eux. Il n'y a rien de commun. C'est un peu comme Pompidou et Chaban. Ce sont des gens qui n'ont pas de langage commun. Dans la relation avec Giscard, l'admiration est fondamentale. On s'admire. D'ailleurs, quand Giscard est président du groupe au Parlement européen, je fais partie de ce groupe, on est réunis tous les lundis de session. C'est une compétition à qui sera le plus intelligent, à qui participera le mieux au débat, à celui qui sera cité par Giscard. C'est une compétition qui est vraiment une compétition fondée sur l'admiration. Avec Chirac, c'est fondé sur l'affection. Est-ce qu'il nous aime? Est-ce qu'il va nous aimer? Quel est celui qu'il aime le plus? Et on voit un Chirac qui donne les images de Giscard avec son chien. On voit bien la solitude, on voit bien la classe du personnage. Mais au fond, c'est vrai qu'en politique, vous recevez ce que vous donnez. Chirac met en scène ce qu'il donne. Giscard est très discret, une pudeur. Et donc, on ne sent pas l'affectif. Alors, on le sent dans ce film avec des formes d'émotion. Mais je crois qu'il est clair que pour beaucoup de Français, la dimension affective de Giscard semble manquante. En fait, on voit là qu'elle est en profondeur. Alors que chez Chirac, c'est très clair que c'est physique, la communication non verbale, son style, ses proximités dès qu'un député a des problèmes et son attention à la vie politique. Et au fond, Giscard est très attentif aux sociétés. Chirac me dit, moi, que je suis obligé d'être tous les mardis à 10 h à la réunion du groupe de la majorité, car c'est là que bat le cœur de la France. Bon, c'est pas au groupe parlementaire que bat le cœur de la France pour Giscard. Et au fond, on voit bien les deux différences. Moi qui ai de l'estime, du respect pour les deux, je suis de pensée politique giscardien. Je suis dans la patte humaine, très chiracien. Au fond, on voit bien que tous ces deux-là ne sont pas forcément compris, ils ne peuvent pas se comprendre, parce que les ADN sont fondamentalement différents. Ces deux personnages très différents. Alors l'un s'est entouré d'un certain nombre de gens qui le complètent. Chirac, il prend un Juppé qui est plus froid que Juppé, typiquement un giscardien égaré chez les chiraciens. Mais Giscard n'a pas son chiracien idéal, parce que Pognat est certes celui qui va mener un peu le parti, mais Pognat n'a pas ce goût aussi du public qui est très timide. Pognat, on peut dire que Barre, lui, en rajoutait aussi. Voilà, exactement. Et donc,
on avait quand même... je pense que cette dialectique entre admiration et affection est une dialectique utile pour comprendre. Bon, il est beaucoup question de politique étrangère, évidemment, dans cette seconde partie du documentaire. Est-ce que globalement, il a cherché, Valéry Giscard d'Estaing, à se distinguer de ses prédécesseurs, ou au contraire, est-ce qu'il s'est inscrit dans les pas de ses prédécesseurs? On pense notamment à la politique africaine, qui a été longuement évoquée dans ce film. Puis la politique européenne aussi. Oui. Il a été beaucoup accusé, notamment par ses adversaires, ce qu'il appelait les néo-gaullistes, enfin d'être infidèle à la pensée du général de Gaulle. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, je crois que je n'ai pas été le seul, c'est qu'il avait pu avoir, on sait qu'il a eu des différends avec le général de Gaulle et qu'il n'a pas été... Mais ce qui m'a frappé... Il était notamment pro-Algérie française, Valéry Giscard d'Estaing. Il le disait, oui. Enfin, pas... À la toute fin des années 50 et au début des années 60. Il avait peut-être du mal à comprendre. J'ai lu ce qu'a été l'attitude et la gestion de ce dossier Algérie par de Gaulle. Oui, il n'était pas très en phase, disons, avec les solutions notamment vis-à-vis des Français d'Algérie, que le général... Bon. Et néanmoins, est-ce qu'il s'est inscrit dans les pas de Charles de Gaulle pour la suite? D'abord, ce qu'il faut dire, vous avez fait allusion à l'admiration. C'est vrai qu'il fonctionnait comme ça. Et ce qui m'avait frappé, c'est quand même, au-delà de tout ça, il avait une immense admiration pour de Gaulle. Alors, ça ne voulait pas dire qu'il était d'accord sur tout avec lui. D'ailleurs, s'il avait été d'accord sur tout, il serait inscrit il serait inscrit dans le parti gaulliste. Or, dès le début, il a marqué qu'il y a sa différence. Mais il a été... Tout de même, Valéry Giscard d'Estaing, Charles de Gaulle, en matière de politique européenne, pour ne parler que de cela, on n'a pas affaire tout de même à la même approche, la même stratégie, la même vision. Mais c'est pas non. Disons que, parce que vous faites allusion à la politique européenne, je crois qu'on peut la caractériser en disant qu'elle est à mi-chemin entre les conceptions de Gaulle et les conceptions d'un autre personnage, d'ailleurs, dont Valéry Giscard d'Estaing parle longuement dans ses souvenirs, qui est Jean Monnet, et qui l'a beaucoup influencé. On a beaucoup exagéré aussi l'aspect rupture avec de Gaulle, parce que si on regarde les choses avec un peu de recul, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de continuité et ça sera vrai d'ailleurs aussi un peu pour Mitterrand. Donc, autrement dit, pour répondre à la question, on s'inscrit plutôt dans une continuité? Non, pour une part, oui. Ouais. Pour une Michel part. Cotin. Et notamment pour la part des relations avec l'URSS. Oui, exactement. Puisque on s'aperçoit, et là aussi c'est un paradoxe formidablement formidable de l'histoire, comment est-ce qu'il perd un peu cette campagne contre François Mitterrand? François Mitterrand va être l'allié des communistes, et pourtant, il lui fait le procès d'être le petit télégraphiste de Brejnev, sous le prétexte qu'il est allé voir Brejnev tout à fait... Par Madame Garot interposée. Par Madame Garot interposée. Et il est allé voir Brejnev parce que justement, il pensait que l'amitié franco-soviétique était absolument nécessaire. Et on s'aperçoit maintenant que ça l'était, mais c'est difficile. En tout cas, il avait de ce point de vue-là une politique complètement conforme à celle du général de Gaulle. Oui. Et on peut dire que François Mitterrand n'était pas de cet avis, alors que c'est lui finalement qui a fait l'accord avec les communistes. C'est assez un paradoxe de l'histoire que j'aime bien. Il y a un sujet sur lequel de Gaulle, Giscard et Chirac sont d'accord, sont les relations avec la Chine. Oui. Quand d'ailleurs Chirac décide de séduire Giscard à l'automne 94, avant l'élection présidentielle, il vient à l'UDF, dont je suis secrétaire général, plusieurs après-midi, une fois par semaine, pour parler politique étrangère avec Giscard, pour montrer qu'il est un homme de culture. Et c'est sur la Chine que Giscard va commencer à avoir un bout d'estime pour Chirac, pour sa connaissance de la Chine. Et il passe des heures, je suis chargé d'accueillir Chirac et de le raccompagner. Et donc je vois que ça prend du temps et que j'interroge toujours un peu. Et je vais voir parler, en effet, de politique étrangère. Et sur ces sujets-là, je pense que De Gaulle, Giscard et Chirac, globalement, sont quand même dans la même famille. Et c'est une famille où on défend l'indépendance de la France, on respecte les États-Unis alliés mais non alignés, et on discute avec tout le monde, y compris la Russie et la Chine. Et c'est assez amusant que souvent, j'ai vu un accord Giscard-Chirac sur la Chine. Quand il y a eu le SRAS, la question de pandémie, je devais faire un voyage. Est-ce qu'on l'annulait ou est-ce que j'y allais? Tout le monde m'a dit de ne pas y aller. Tout le monde était contre, les médecins de Matignon, la presse, tout le monde était contre. 2 seules personnes étaient pour Gial,
Giscard et Chirac. Donc, c'est vrai que c'est Giscard d'Estaing qui vous a poussé à faire votre premier voyage en Chine? Je crois que c'était 76 ou 77. Absolument. Ouais, tous les deux étaient passionnés d'Asie, tous les deux sont passionnés de civilisation chinoise. Chirac est un savant de l'histoire chinoise et de tout ce qu'est le patrimoine historique chinois, et Giscard était passionné au point d'apprendre le chinois. Donc, au fond, tout cela fait partie. On fête le 60e anniversaire. En ce moment, c'était quand même une initiative de De Gaulle. Oui. Donc, je pense qu'il y a quand même globalement là un socle politique qui est assez stable dans cette grande famille politique. On va écouter Valéry Giscard d'Estaing parler de l'Europe. Cette Europe, elle existe. C'est pas mon invention. D'autres comme moi l'ont senti, en fait. Goethe l'a senti. Victor Hugo l'a senti. Hein? Donc, dans la culture européenne, plutôt littéraire d'ailleurs, il y a l'idée qu'une Europe pacifique, paisible, donc, où les gens vivent une vie de satisfaction personnelle raisonnable, où ils travaillent. Cette Europe existe. Alors l'Europe, ça a été la grande affaire de Valéry Giscard d'Estaing pendant son septennat et peut-être aussi, peut-être surtout après. Car il a été, vous l'avez dit, élu député européen. Il a eu des fonctions au sein du Parlement européen. Il a présidé la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée. Absolument. Il aurait été à l'origine aussi de la préparation de la Constitution européenne, qui aura fait l'objet d'un référendum. Il a dirigé la Commission en 2005, à la demande de Jospin. Le nom l'aura emporté en France, pas seulement, d'ailleurs aux Pays-Bas également. L'Europe, c'est la grande affaire de Valéry Giscard d'Estaing, notamment avec Helmut Schmidt à ses côtés durant cette période, dont il a fait un ami, qui n'était pas d'ailleurs d'un parti, il était social-démocrate. Oui. Schmidt, c'était pas la même famille politique que Giscard d'Estaing. Néanmoins, ces deux hommes sont restés amis pour la vie. Hein, c'est ce qu'il nous raconte dans cette interview. Oui, l'Europe, c'est la grande affaire de Giscard. Oui, c'est vraiment la grande affaire. Et il y a quelque chose qui le montre bien. Si vous regardez, Giscard est élu pour la première fois député en 1956, donc sous la quatrième. Et sa première grande intervention, enfin significative, elle est relative à l'approbation du marché commun, enfin du traité de Rome. Or, il intervient, c'est une intervention très longue, très argumentée, et dans laquelle il répond à Pierre Mendès France. Pierre Mendès France n'était pas hostile par principe à l'Europe, mais il pensait que la France n'était pas encore au niveau, et qu'on prenait un risque, en quelque sorte, en ouvrant les frontières. Voilà. Et Giscard lui répond point par point. Il dit, évidemment, il y a un risque, mais ce risque, il faut le prendre. Parce que ça fera passer, au fond, pour être un peu trivial, ça fera passer une sorte un peu d'air frais, et ça forcera les gens à réagir. Et c'est quelque chose de très significatif. C'est vraiment l'acte premier de sa vie politique. Et il y restera fidèle tout en étant le ministre des Finances du général de Gaulle. Giscard a essayé de concilier deux visions, et c'est comme ça, comme vous le dites, qu'il s'est rencontré, et qu'il s'est bien entendu avec Helmut Schmidt, qui était un personnage totalement différent qu'elle allait voir. On se demandait comment est-ce qu'ils pouvaient les rapprocher, parce que Schmitt était vraiment c'était assez brut de décoffrage. C'est vrai que c'était une amitié qu'on voit, comme a eu d'ailleurs, et dans le sens inverse, si j'ose dire, François Mitterrand avec Helmut Kohl. Mais on voyait, en tout cas, c'est sa croyance quand même à la solidité du couple franco-allemand. Oui. Et c'est plutôt ça qui est la continuité de tout le monde, y compris de général de Gaulle après la guerre, ce qui n'était pas rien. Oui. Bon, c'est la complémentarité franco-allemande qui crée l'Europe autour d'elle. Et sans cette solidarité-là, l'Europe existe moins, en tout cas. Et on voit bien la dimension, en fait, attachée à la paix, quand il parle d'une Europe paisible. Aujourd'hui, qui peut parler d'une Europe paisible? On voit qu'au fond, la vision qu'il a, c'est une vision de paix pour l'Europe, c'est ça la légitimité de l'Europe. Mais en plus, dans la société, il a aussi cet idéal de paix. Je me souviens d'un chapitre de Démocratie française, c'est quand même un chef d'État qui, en cours de mandat, écrit un livre sur sa propre politique. Il y a un chapitre sur une société de communication et de participation. C'est-à-dire une société où on se parle, une société où on peut participer, tout ça. Aujourd'hui, on est dans une société de polémique. On a complètement basculé avec les réseaux sociaux, avec un certain nombre de choses. Et cette image-là de giscardienne, elle est quand même
très importante parce qu'il fait de la politique l'essentiel de ce qu'est la politique, c'est-à-dire la paix. Et au fond, aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que les confrontations ont comme issue la brutalité, la violence, le radicalisme. Quelle est la différence entre un démocrate et un populiste ? Le démocrate, il joue le rassemblement, le populiste, il joue la radicalisation. Et on voit bien que Giscard est sans doute l'un de ceux qui est le plus attaché à cette Europe paisible, sereine dont il parle, c'est-à-dire à une société de paix, alors que nous sommes dans des turbulences aujourd'hui et qu'on voit bien que la société s'organise avec des confrontations, on attaque le Capitole, on met des gilets jaunes, et dès qu'on dit quelque chose sur un média, on a les réseaux sociaux qui sont là contre. Et donc, je pense qu'il y a, je crois, un appel à la modération, à la mesure chez Giscard qu'il faut garder. Je vais faire appel à vos souvenirs. Néanmoins, j'ai évoqué cette fameuse constitution européenne qu'il a élaborée, puisqu'il était le président de la Convention sur l'avenir de l'Europe. C'était la mission qui lui était confiée, de bâtir cette constitution européenne, qui est donc passée en référendum, je l'ai dit tout à l'heure, en 2005. La France a voté non. Est-ce qu'il l'a pris comme un camouflet personnel, Valéry Giscard d'Estaing? Pas du tout, pas du tout. C'est une condamnation pour Giscard. C'est une condamnation de la politique de Chirac et éventuellement de son Premier ministre. Mais j'ai été plus discret sur le Premier ministre que sur le Président. Mais je le mets en secret. Mais au fond, c'était la condamnation. On n'a pas été capable de faire ça. Mais je dois ajouter, pour l'histoire, que Chirac n'était pas favorable au référendum. C'est une compétition à l'intérieur de l'UMP entre Juppé et Sarkozy où il y a eu une escalade à propos de l'entrée de la Turquie dans le marché commun, disons, on disait à l'époque encore, que dans cette Union européenne qui s'ouvrait à la Turquie, qu'il y avait là un risque majeur et qu'il fallait appeler le peuple français. Mais Chirac avait, dès le début, dit clairement qu'on avait eu du mal à faire passer Maastricht avec les socialistes avec nous, et que cette fois-ci, comme les socialistes étaient partiellement divisés, et que Fabius notamment faisait campagne contre, que c'était pas jouable dès le départ. Mais je pense que pour Giscard, naturellement, quand il y avait erreur, c'était Chirac le fautif. Oui, non, mais c'est intéressant quand même, c'est que ce débat sur la... Parce que là, il tenait son bâton de maréchal. C'était européen. Et à la fois, ça a été une division collective, quoi. On a vu et la droite et la gauche se défaire à ce moment-là. Donc c'est difficile, vous savez, quand vous avez une partie de la gauche et une partie de la droite, de faire un référendum. Chirac avait tout à fait raison d'essayer de l'éviter. Mais au Parti socialiste, ça a aussi déséquilibré complètement François Hollande, mais surtout sur la droite. Le problème n'a jamais été, au fond, réglé dans le cœur de chacun de nous. Est-ce qu'on veut une Europe fédérale ou est-ce qu'on veut l'Europe des pays? Et c'est ça le problème, au fond. Oui, il faut dire aussi, il était bien conscient aussi du fait que ce projet était le fruit d'un compromis. Il avait été obligé de... C'était pas exactement, sans doute, il aurait voulu, je pense, quelque chose de plus dynamique, de plus aller plus loin. Mais il disait que voilà, c'était une convention, il avait été obligé d'arbitrer. Donc ça ne reflétait pas peut-être absolument son idéal. Mais quelle évolution néanmoins lorsqu'il était président de la République et ce référendum de 2005, hein, parce qu'à l'époque où il était président de la République, c'était l'Europe des neuf. Hein. Bon, voilà. Il y avait le système monétaire européen qui avait été mis en place avec Helmut Schmidt, mais on n'en était pas encore à la monnaie commune. Non. Posait les jalons. Souvenez-vous des racines chrétiennes. Les débats nouveaux qui sont entrés, et donc toute cette phrase alambiquée pour ne pas dire racines chrétiennes dans le texte. Absolument. Oui. Ça a été un débat. Dernier extrait du film, si vous en êtes d'accord, c'est ce qu'a été son ressenti immédiatement après sa défaite de mai 1980. J'ai été autiste après, en fait, comme culture. C'est-à-dire que je n'avais plus de sens, que je ne voulais plus entendre parler de ce que je ne pouvais plus faire, de toute façon. Donc je me suis coupé de beaucoup de choses. Je n'ai plus lu un journal, je n'ai plus regardé les nouvelles pendant des mois. Donc ça m'a fait un effet fort. Bon, est-ce que c'est être malheureux? C'est malheureux, il y a d'autres formes de malheur. Mais une privation non pas du pouvoir, mais de l'achèvement de ce que j'avais fait.
Vous avez appris des choses dans les propos tenus par Valéry Giscard d'Estaing? Oui, moi je ne savais pas. Je pense que Jean-Pierre Raffarin le savait aussi. Je ne pensais pas. J'ai bien vu qu'il n'était pas dans une humeur vagabonde, mais je pensais que ça avait duré moins longtemps, que ça avait dû être moins dur. Quand on entend Giscard dire qu'il n'a pas vu un journal pendant des mois, on se pince. Moi, je ne pensais pas que ça avait été aussi dur pour lui. Mais en même temps, il va remonter à cheval, Jean-Pierre Raffarin, si je peux me permettre l'expression, puisque très vite, il va aller conquérir à nouveau des mandats locaux. Voilà. Il va redevenir député ici à l'Assemblée nationale, député européen, à nouveau député national. L'autisme n'aura pas duré longtemps. L'autisme n'aura pas duré longtemps, comme le dit Michel Cotta. Je pense qu'il revient complètement, c'est en janvier 82, 4 élections législatives partielles, 4 défaites des socialistes, 4 victoires de la droite. Et là, c'est Giscard qui est invité chez Jean-Pierre Elkabbach, et c'est là où il va dire le socialisme, ça ne marche pas. Et ça, c'est répandu partout. Ça a redonné le moral à la droite, ça a redonné ça. Et donc, on est parti pour la conquête des prochaines élections municipales. Et c'est quand même Giscard qui redonne un élan à ce premier coup dur du socialisme après l'élection et les succès. Cette interview a été réalisée 5 ans avant la disparition de l'ancien chef de l'État. Et il a cette phrase dans une partie du documentaire que nous avons vu, je crois que c'est la première partie de ce documentaire, ou même celle-ci. Je ne suis pas heureux dans cette société, je préfère la société juste avant. La fin de sa vie, il quitte la vie politique en 2004. Oui. Ensuite, il siégera en tant que membre permanent au Conseil constitutionnel, mais sa vie politique s'achève en 2004. Lorsqu'il préfère la France d'avant, la société d'avant, c'est une fin... comment on peut la qualifier Oui, je crois que c'est quand même le... Bon, il a beaucoup de nostalgie, c'est ce Valéry Giscard d'Estaing que nous avons vu. C'est vrai que ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même quelqu'un qui était attaché à une certaine forme de société et qui voyait qu'il était en train de s'évanouir. Il voyait ça avec nostalgie, et puis il y avait c'était quelqu'un qui n'aimait pas la violence, on l'a déjà dit, et il voyait partout le débat politique devenir de plus en plus réducteur, de plus en plus simpliste, de plus en plus violent. Et évidemment, il ne se reconnaissait pas. Alors heureusement, il a siégé au Conseil constitutionnel après sa retraite. Et puis, il a été élu à l'Académie française. Alors, il y a eu toute une polémique, parce qu'on a dit qu'il n'avait rien à faire à l'Académie française, etc. On lui a cherché une polémique, on lui a cherché, à mon avis, une querelle un peu artificielle. Jean-Pierre Raffarin, sur cette nostalgie qu'on perçoit de manière très nette dans cette interview. Il y a une nostalgie, mais il a quand même un certain nombre de combats qui persistent. Par exemple, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il prend la décentralisation comme un combat, alors que ce n'est pas un combat quand il est au pouvoir. Il est 18 ans président du Conseil régional d'Auvergne. 18 ans président du Conseil régional, très impliqué. Moi, plusieurs fois, il trouvait que j'allais pas assez vite, assez loin sur la décentralisation. C'est-à-dire qu'il a eu ses combats d'après. Il pense qu'il n'a pas fait suffisamment sur la décentralisation et qu'une des façons de faire respirer la France, c'est de donner, notamment aux régions, plus de responsabilités. Donc il a quand même, certes, là, ce qu'il dit sur la décadence est très, très poignant, sur la décadence de la France. C'était dans la première partie du film. Sa pédagogie sur déclin-décadence, c'est quelque chose... Cette différence qu'il institue entre déclin et décadence. Mais face à cela, il a encore des combats de réforme, et je pense que la décentralisation est sa dernière passion de réforme. Oui, mais c'est pour ça, il le dit. Il est au fond frustré de ne pas avoir eu la deuxième partie, de faire la deuxième partie de ces réformes, et des réformes auxquelles il pensait. Et c'est vrai que ça doit être très dur de notamment se dire... sur l'Europe. Notamment sur l'Europe et sur la décentralisation. Ça doit être très dur d'avoir des concepts rentrés qu'on n'a pas pu, à cause d'un débat à la télévision ou d'une mauvaise campagne, amener jusqu'à leur terme. Il était quand même très jeune. Il avait encore, finalement, dans une position en France qui était très très forte, parce que tout le monde quand même l'écoutait. Personne ne pensait que ce qu'il disait était médiocre. Donc, qu'on soit favorable ou défavorable, tout le monde écoutait Giscard. C'était quand même une voix puissante. Donc, c'était quand même très, très utile de l'avoir. Et on voit bien que dans la situation d'aujourd'hui, on manque de ces quelques voix qui sont des boussoles un peu pour le débat public. Ce qui était très étonnant, c'était
ses relations avec François Mitterrand. Alors, j'allais y venir, mais nous sommes à la toute fin d'émission. Alors, je vous laisse en parler de cette relation Mitterrand-Giscard d'Estaing, puis on laissera Michel Cotta. Oui, parce qu'on pourrait penser, évidemment, à la lumière de ce qu'il dit dans le film, qu'il avait beaucoup de ressentiment contre. Il avait du ressentiment surtout contre Chirac, mais avec Mitterrand, il avait même eu cette expression devant moi. Il lui a dit on avait fini par avoir des relations psychologiquement assez singulières. Et il y avait une forme de. Pas d'admiration, mais de considération. Il y avait une expression qui revenait souvent chez lui. Il disait, en parlant de Mitterrand, il disait, il ignorait l'économie, ça c'est sûr, mais il avait la dimension présidentielle, disait-il. Il le dit d'ailleurs dans le film. Il avait de la considération pour Mitterrand. Ça, c'est... Au fond, la violence fraternelle est toujours plus brutale que la violence avec l'ennemi. Voilà. Oui, enfin, tout dépend de la période quand même. Il y a une période sûrement où il devait se dire... moi, je me rappelle que pendant le débat entre Mitterrand et Giscard, dont j'étais un des arbitres, à un moment donné, où Mitterrand parlait d'économie, il s'est tourné vers moi et il a levé les yeux au ciel. Ah oui, bah ça c'est sûr. Ça voulait dire, c'est pas possible que je sois battu par quelqu'un qui... Et ça, il le ressentait. Alors qu'après... non, mais après, il avait de la... Et puis, il avait de l'estime pour... culture, quand même. Et puis, il dit très bien qu'après ça, c'est vrai que les présidents n'ont plus jamais été les mêmes. Oui. C'était les deux derniers dinosaures. Oui. Michel, on va rappeler, Michel Cotta, que vous avez animé le débat de l'entre-deux tours de la présidentielle de 81, puis celui de 88. C'est le dernier président de notre histoire de la Ve République qui a assumé la fonction présidentielle. C'est en ces termes que parle Valéry Giscard d'Estaing de François Mitterrand. Il avait trouvé un homme à sa dimension. Et Mitterrand avait trouvé un homme à sa dimension. Forcément, comme le dit Frédéric Mitterrand, ils boxaient dans la même catégorie, donc ils ont fini par se reconnaître. On reconnaît toujours le compétiteur de son niveau. Mais disons qu'il correspondait à l'état d'une société et que la société est complètement transformée. Et qu'aujourd'hui, on voit bien que le débat politique n'a plus beaucoup de choses comparables avec ce dont nous avons débattu. Puis ils avaient connu la guerre. C'est ça aussi qui les rapprochait. Ils sont les deux derniers qui ont connu la guerre et c'était quand même une expérience fondatrice. Giscard d'Estaing en s'engageant à l'âge de 18 ans dans les forces françaises en 1944. Il a même participé à la libération de Paris, Valéry Giscard d'Estaing. Ça a été dit dans la première partie de ce film pour lequel nous vous recevions. C'était un sujet de 74 quand même. Ils n'avaient pas la même guerre. Un grand merci vraiment à tous les trois d'avoir participé à cette commémoration des 50 ans de l'accession de Valéry Giscard d'Estaing à l'Élysée sur la base de ce documentaire, Sans rancune et sans retenue, où Frédéric Mitterrand interviewait l'ancien chef de l'État il y a maintenant 9 ans. Ces deux hommes sont aujourd'hui disparus, mais LCP a rendu hommage à ces 50 ans du septennat de Valéry Giscard d'Estaing. Merci à Félicité Gavalda, Emma Kampf qui m'ont aidé à préparer cette émission. Vos réactions, ça sera sur #Débatdoc. Je pense qu'il y aura un certain nombre de réactions et nos invités seront d'ailleurs là pour réagir à ce que seront ces réactions. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain Débatdoc. Ça sera bien sûr avec son documentaire et son débat. À très bientôt.